Bonjour à tous et bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Aujourd'hui, nous vous présentons 6 des histoires d'horreur les plus troublantes, inspirées de faits réels survenus dans de petites villes du Sud. Ces récits vous feront réfléchir à 2 fois avant de croiser un visage familier. Des prédateurs traquant leurs victimes à travers l'État, des caves d'église où une présence ancestrale rôde encore parmi les vivants, des médecins de confiance dont le travail dissimulait des décennies de crimes inimaginables. Ces histoires ne sont pas des fictions destinées à vous procurer des sensations fortes éphémères. Ce sont des preuves documentées, tirées directement de rapports de police, de témoignages et de récits de survivants de cauchemars dans des lieux que tous croyaient sûrs. Chaque histoire que vous allez entendre provient des zones d'ombre de communautés semblables à la vôtre, où les vérités les plus terrifiantes se cachent sous l'hospitalité du Sud et le charme des petites villes. Chaque récit a été soigneusement vérifié auprès de sources multiples afin de révéler ce qui s'est réellement passé lorsque des gens ordinaires ont découvert que le mal ne se manifeste pas toujours par le tonnerre et les éclairs. Ils murmurent à travers les moustiquaires et se cachent derrière les bancs d'église. Si ces histoires vous bouleversent autant que nous, abonnez-vous et partagez en commentaire l'événement survenu dans une petite ville du Sud qui vous a le plus marqué. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires d'horreur vraies et de les exposer au grand jour, afin qu'elles puissent enfin être entendues. Cela s'est passé il y a environ 3 ans, lorsque Florence avait 19 ans. Elle se souvient parfaitement de cette soirée, car elle avait commencé comme un de ces après-midi du Sud parfait qui lui rappelait à quel point elle était reconnaissante pour la vie qu'elle s'était construite. Florence avait passé toute la journée chez sa grand-mère, dans une petite maison rurale de l'Alabama, à quelques kilomètres de Meridian Springs, où l'air sentait toujours les fleurs de magnolia et l'herbe fraîchement coupée. Sa grand-mère se sentait seule depuis le décès de son grand-père l'hiver précédent, alors Florence s'était promis de lui rendre visite au moins 2 fois par mois. Elles avaient passé l'après-midi à cuisiner une tarte aux pacanes et à feuilleter de vieux albums photos, riant devant des images datant de décennies. Les heures avaient filé plus vite que Florence ne l'avait réalisé. Lorsqu'elle embrassa sa grand-mère pour lui dire au revoir et monta dans sa Honda Civic argentée, le soleil avait déjà commencé à descendre vers l'horizon. Il était près de 19h lorsqu'elle sortit de l'allée en gravier, agitant une dernière fois la main vers la silhouette fragile debout sur le porche. Florence ne craignait pas de partir tard, car elle n'avait rien de prévu pour le lendemain. En réalité, elle aimait conduire à travers la campagne lorsque la lumière devenait dorée et que les ombres s'allongeaient sur les champs de coton. Elle alluma sa playlist et s'installa pour les 2 heures de route qui la séparaient de son appartement à Montgomery. Après environ 45 minutes de trajet, Florence remarqua que le niveau de carburant était plus bas qu'elle ne l'avait pensé. Le petit voyant orange s'alluma juste au moment où elle passait devant un panneau publicitaire délavé annonçant des cacahuètes bouillies et des feux d'artifice. Elle se maudit de ne pas avoir fait le plein avant de quitter la maison de sa grand-mère, mais il était trop tard pour y remédier. L'autoroute s'étendait devant elle, bordée de pins et de granges abandonnées, brisant la monotonie du paysage. Elle savait par expérience que les stations-service étaient rares sur ce tronçon de route. Alors, lorsqu'elle aperçut un panneau bleu décoloré indiquant une station-service à la prochaine sortie, elle se sentit soulagée. Florence prit la sortie et suivit la route sinueuse à 2 voies sur environ 1,5 km, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la station-service, isolée à l'intersection de 2 routes de comté. Le bâtiment semblait dater des années 1970, avec sa peinture écaillée et une unique lumière fluorescente clignotante au-dessus de l'entrée. Il n'y avait que 2 autres véhicules sur le parking, un pick-up rouillé près de la pompe à air et une berline sombre garée près de la lisière des arbres. Florence se gara à la pompe la plus éloignée du bâtiment, une habitude qu'elle avait prise au fil des ans pour se sentir plus en sécurité en ayant une vue dégagée de son environnement. Elle éteignit le moteur et sortit de la voiture, immédiatement frappée par l'humidité épaisse qui enveloppait l'air comme une couverture mouillée. Les cigales stridulaient dans les arbres, et quelque part au loin, un chien aboyait de manière rythmique. Florence passa sa carte de crédit à la pompe et commença à faire le plein, ses yeux balayant la zone par habitude. Elle avait toujours été hyper vigilante, une attitude que sa mère lui avait inculquée depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans le Sud, elle avait entendu suffisamment d'histoires de femmes enlevées dans des stations-service et des aires de repos pour être prudente sans être paranoïaque. Alors que le carburant coulait dans son réservoir, Florence remarqua un mouvement près du pick-up. Un homme était sorti du magasin et marchait lentement à travers le parking. Mais au lieu de se diriger vers le camion, il semblait errer sans but. Il était grand et large d'épaules, portant une casquette de camouflage et un t-shirt sombre moulant sa poitrine. Florence ne distinguait pas clairement son visage depuis sa position, mais quelque chose dans sa démarche la mettait mal à l'aise.
Il ne marchait pas comme quelqu'un qui venait de prendre une collation et rentrait chez lui. Il marchait comme quelqu'un qui cherchait quelque chose. Florence essaya de se concentrer sur les chiffres qui défilaient sur l'écran de la pompe, se disant qu'elle était ridicule. C'était l'Alabama rural. Les gens ici étaient amicaux. Ils saluaient les inconnus et aidaient à pousser les voitures hors des fossés. Mais ce sentiment ne la quittait pas. Elle jeta un coup d'œil vers l'homme et réalisa avec un sursaut qu'il avait changé de direction et marchait maintenant directement vers elle. Son rythme cardiaque s'accéléra immédiatement. La pompe s'arrêta avec un clic, indiquant que le réservoir était plein, et Florence remit rapidement la buse en place et referma le bouchon. Elle se dirigea vers la portière côté conducteur, sortant ses clés de sa poche. C'est à ce moment-là que l'homme l'interpella. Sa voix était assez amicale, presque enjouée. Il dit quelque chose à propos de la chaleur insupportable à cette période de l'année, et Florence se sentit obligée, par des années de politesse sudiste, de lui répondre. Elle se retourna et lui offrit un sourire crispé, disant quelque chose de vague sur la météo tout en gardant la main sur la poignée de la portière. L'homme avait réduit la distance entre eux, et maintenant, elle pouvait voir son visage clairement. Il devait avoir la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, avec une barbe clairsemée et des yeux trop intenses pour une conversation anodine. Il lui sourit, révélant des dents jaunes, et lui demanda si elle était du coin. Florence sentit son estomac se nouer. Elle mentit avec aisance, disant qu'elle ne faisait que passer pour rendre visite à des amis dans la ville voisine. L'homme hocha lentement la tête, son sourire ne faiblissant jamais. Puis il dit quelque chose qui glaça le sang de Florence. Il affirma l'avoir vue auparavant, avoir remarqué sa voiture garée devant une maison sur la route du comté 12 plus tôt dans la journée. L'esprit de Florence s'emballa. La route du comté 12 était celle où vivait sa grand-mère. Cet homme l'avait vue là-bas. Il avait remarqué sa voiture spécifiquement, avait fait suffisamment attention pour s'en souvenir des heures plus tard. Elle essaya de garder une voix stable en lui disant qu'il devait se tromper, qu'elle avait été sur l'autoroute toute la journée, mais l'homme secouait la tête, toujours avec ce sourire dérangeant. Il décrivit la maison de sa grand-mère en détail, mentionnant la couleur des volets et la vieille balançoire sur le porche. Il dit être passé vers 15 heures et avoir remarqué sa Honda Civic argentée dans l'allée. Florence sentit la panique monter dans sa poitrine. Ce n'était pas une coïncidence. Cet homme l'avait observé. Il l'avait suivie jusqu'ici ou avait attendu qu'elle s'arrête quelque part. Cette réalisation la frappa comme un coup physique. L'homme continua de parler, son ton toujours conversationnel, mais ses mots devenant de plus en plus personnels. Il lui demanda si elle faisait souvent ce trajet, si elle rendait régulièrement visite à cette maison. Il mentionna que ce devait être solitaire de vivre si isolé, que ce n'était pas sûr pour une vieille femme d'être seule. Florence se sentit malade. Cet homme savait où vivait sa grand-mère. Il savait qu'elle rendait visite régulièrement. Il les avait observées toutes les deux. Elle l'interrompit, sa voix plus tranchante qu'auparavant, et lui dit qu'elle devait partir. L'expression de l'homme vacilla un instant. Quelque chose de sombre traversa ses traits avant que le sourire amical ne revienne. Il dit qu'il comprenait, que c'était dangereux pour une jolie fille d'être seule ici la nuit. Puis il proposa de la suivre pour s'assurer qu'elle retourne sans encombre sur l'autoroute. Les mains de Florence tremblaient alors qu'elle ouvrait la portière de sa voiture. Elle refusa fermement son offre, disant qu'elle se débrouillerait seule, mais l'homme n'abandonna pas. Il insista, disant que cela le rassurerait de savoir qu'elle était arrivée saine et sauve. Il sortit son téléphone et lui demanda son numéro pour pouvoir prendre de ses nouvelles plus tard. Florence se sentit piégée. Elle était seule dans une station-service rurale avec un homme qui l'avait clairement suivie, et il n'y avait personne d'autre aux alentours. Le caissier à l'intérieur du magasin était à peine visible à travers les vitres sales, et les autres véhicules sur le parking semblaient vides. Florence prit une décision en une fraction de seconde. Elle monta dans sa voiture et verrouilla immédiatement les portières, ses doigts tremblants sur la télécommande. L'homme s'approcha, continuant de parler, de sourire. Il frappa doucement à sa vitre avec ses jointures, insistant mais sans agressivité. Florence démarra le moteur et passa la vitesse. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, l'homme se plaça devant son véhicule, bloquant son passage. Il leva les mains en un geste apaisant, disant qu'il ne voulait pas l'effrayer, qu'il essayait simplement d'être amical. Florence appuya longuement sur le klaxon, brisant le calme du soir. L'homme sursauta, surpris, et Florence accéléra, le contournant et se dirigeant rapidement vers la sortie. Dans son rétroviseur, elle le vit debout sur le parking,
la regardant partir. Il ne souriait plus. Le corps entier de Florence tremblait alors qu'elle tournait sur la route de Comté et se dirigeait vers l'autoroute. Elle vérifiait constamment ses rétroviseurs, terrifiée à l'idée de voir des phares la suivre. Son téléphone était dans le porte-gobelet, et elle envisagea d'appeler la police. Mais que leur dirait-elle? Qu'un homme lui avait parlé dans une station-service, qu'il avait remarqué sa voiture chez sa grand-mère? Elle n'avait aucune preuve, aucune menace concrète au-delà de sa propre peur. Puis Florence se souvint de quelque chose d'autre, quelque chose qui lui retourna l'estomac. Environ 2 semaines plus tôt, elle avait remarqué une berline sombre garée sur la route près de la maison de sa grand-mère lorsqu'elle était partie un soir. Elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention sur le moment, supposant qu'elle appartenait à un voisin. Mais maintenant, elle se demandait si c'était la même voiture qu'elle avait vue ce soir à la station-service, garée près des arbres. Cet homme l'avait-il suivi pendant des semaines? Avait-il observé ses visites, appris ses habitudes? Florence attrapa son téléphone et appela immédiatement sa grand-mère. Le téléphone sonna 6 fois avant que sa grand-mère ne réponde, sa voix confuse et endormie. Florence essaya de garder la panique hors de sa voix en demandant à sa grand-mère de vérifier que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Elle lui dit qu'une personne suspecte l'avait abordée dans une station-service et qu'elle voulait s'assurer qu'elle était en sécurité. Sa grand-mère protesta, disant que Florence exagérait, mais finit par accepter de vérifier la maison. Lorsqu'elle revint au téléphone, elle dit à Florence que tout était sécurisé et qu'elle devait arrêter de s'inquiéter autant. Florence voulait la croire, mais la peur ne la quittait pas. Elle conduisit directement au poste de police de Montgomery au lieu de rentrer chez elle. Il était plus de 21 heures lorsqu'elle franchit les portes, toujours tremblante, et demanda à parler à un officier. La femme à l'accueil semblait sceptique au début. Mais quelque chose dans le visage de Florence dut la convaincre, car elle appela un officier depuis l'arrière. Florence lui raconta tout, décrivit l'homme en détail, donna l'emplacement de la station-service et la description du véhicule qu'elle avait vu. L'officier prit des notes et lui assura qu'il enverrait une voiture de patrouille vérifier la maison de sa grand-mère et la station-service. Il expliqua que sans menace directe ou preuve de harcèlement, il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire légalement. Mais il rédigerait un rapport et augmenterait les patrouilles dans cette zone. Florence savait que c'était le mieux qu'elle pouvait espérer, mais cela lui semblait insuffisant. Elle leur donna l'adresse de sa grand-mère, la sienne, son numéro de téléphone. Elle leur parla de la berline sombre qu'elle avait vue auparavant. L'officier promit de donner suite s'il trouvait quelque chose. Florence passa les jours suivants dans un état d'anxiété constante. Elle appelait sa grand-mère plusieurs fois par jour, lui faisait promettre de ne pas ouvrir la porte à des inconnus. Elle passait devant la maison de sa grand-mère à des heures aléatoires, vérifiant la présence de véhicules inconnus. Elle changea ses horaires de visite, venant à des moments différents chaque jour. Elle raconta ce qui s'était passé à ses cousins, et ils acceptèrent de rendre visite à leur grand-mère plus fréquemment. Environ une semaine après l'incident de la station-service, l'officier de police rappela Florence. Ils avaient enquêté et découvert quelque chose de troublant. L'homme que Florence avait décrit correspondait à la description d'une personne arrêtée dans le Mississippi 3 ans plus tôt pour harcèlement et stalking. Il avait purgé 18 mois de prison et avait été libéré sous probation 2 ans auparavant. Lorsqu'ils avaient passé son nom dans le système, ils avaient découvert qu'il avait fait l'objet de plaintes similaires en Géorgie et dans le Tennessee. Il avait une habitude de cibler des femmes dans des zones rurales, de les suivre et d'apprendre leur routine. Dans un cas, il s'était introduit chez une femme pendant qu'elle était au travail et avait été trouvé en train de dormir dans son lit. L'officier dit à Florence qu'ils avaient amené l'homme pour interrogatoire, mais qu'en l'absence de preuves concrètes qu'il avait fait autre chose que lui parler dans une station-service, ils avaient dû le libérer. Cependant, il l'avait informé que tout contact avec Florence ou sa grand-mère serait considéré comme une violation des lois sur le harcèlement et entraînerait une arrestation immédiate. Florence ne se sentait pas en sécurité. L'idée que cet homme savait où vivait sa grand-mère, qu'il les avait observées toutes les deux, la faisait se sentir violée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle cessa de rendre visite à sa grand-mère seule. Elle convainquit sa mère ou son frère ou ses cousins de l'accompagner. Elle ne prit jamais le même itinéraire 2 fois à la même heure. Elle évita complètement la sortie de Meridian Springs, préférant faire un détour de 30 km pour utiliser une autre station-service. Elle installa un système de sécurité chez sa grand-mère, avec des caméras qui alerteraient en cas d'approche de la propriété. Sa grand-mère se plaignit des dépenses et du remue-ménage, mais Florence insista. Elle ne pouvait pas se défaire de l'idée que l'homme était toujours là, qu'il les observait, attendant une autre opportunité.
Plusieurs mois plus tard, Florence reçut un autre appel de la police. L'homme avait été arrêté à nouveau, cette fois en Arkansas. Il avait été surpris en train de s'introduire chez une femme, se cachant dans son placard lorsqu'elle était rentrée du travail. La femme l'avait repoussé et avait réussi à s'échapper. Lorsque la police avait fouillé son véhicule, ils avaient trouvé des photographies de plusieurs femmes, prises à leur insu. Certaines des photographies avaient été prises à travers des fenêtres, d'autres dans des stations-service et des épiceries. L'une des photographies montrait Florence debout à la pompe de la station-service de Meridian Springs, prise le soir de leur rencontre. Il y avait aussi des photographies de la maison de sa grand-mère, prises depuis la route à différents moments de la journée. L'homme avait été inculpé pour harcèlement, cambriolage et tentative d'enlèvement dans 3 États. Il avait été condamné à 12 ans de prison. Florence rend toujours visite à sa grand-mère, mais elle n'a jamais cessé d'être hypervigilante. Elle vérifie constamment son rétroviseur. Elle varie ses itinéraires et ses horaires. Elle ne s'arrête jamais seule dans une station-service après la tombée de la nuit. Elle pense souvent à cette soirée, à quel point elle avait frôlé quelque chose de terrible. Cet homme ne faisait pas simplement la conversation. Il la testait, observant ses réactions, planifiant son prochain mouvement. Si elle n'avait pas écouté ses instincts, si elle avait été polie au lieu d'être prudente, les choses auraient pu se terminer très différemment. Florence a appris que les monstres ne s'annoncent pas toujours par la violence. Parfois, ils sourient et parlent de la météo. Parfois, ils proposent leur aide. Parfois, ils observent et attendent que vous baissiez votre garde. Elle sait maintenant que le mal ne ressemble pas toujours à ce que les gens imaginent. Il a l'air ordinaire. Il ressemble à quelqu'un que vous pourriez croiser dans une épicerie ou voir à un pique-nique d'église. Il vit dans de petites villes où tout le monde pense être en sécurité. Et il profite de la confiance que les gens de ces communautés ont construite au fil des générations. Florence n'oubliera jamais l'homme de la station-service. Et elle ne cessera jamais de vérifier les ombres, car elle sait que quelque part, il y a toujours quelqu'un qui observe, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui voit la gentillesse comme une faiblesse et l'isolement comme une opportunité. Cette connaissance l'a changée à jamais. Cela s'est passé durant l'été 2019, lorsqu'Archie travaillait comme ouvrier de maintenance pour la plus vieille église de Thornwood, dans le Mississippi. Le bâtiment datait de 1847. Selon les historiens locaux, il avait résisté à la guerre de sécession, à la reconstruction et à toutes les tempêtes et inondations qui avaient menacé la région depuis près de 2 siècles. Archie avait été engagé par le conseil de l'église pour effectuer des réparations essentielles dans tout le bâtiment, en se concentrant principalement sur les dégâts des eaux dans le sous-sol, négligés depuis des années. À 32 ans, Archie avait travaillé dans des dizaines de vieux bâtiments à travers le sud. Il pensait donc que ce ne serait pas un gros problème. Il avait déjà traité des fondations qui s'effritaient, des câblages obsolètes et les problèmes habituels qui accompagnent les structures debout depuis plus longtemps que quiconque ne s'en souvienne. Le pasteur, le révérend Thompson, lui avait remis les clés un lundi matin et lui avait dit de prendre son temps pour le travail. Le révérend avait mentionné que l'église serait vide la plupart des soirs, donc Archie pouvait travailler tard s'il en avait besoin, sans déranger personne. Archie appréciait cette flexibilité, car ses heures de journée étaient souvent interrompues par les activités de l'église, les études bibliques et le flux constant de paroissiens qui passaient pour diverses raisons. Il décida que travailler le soir lui permettrait de se concentrer sans interruption constante. Le sous-sol de l'église était exactement ce à quoi Archie s'attendait pour une structure aussi ancienne. Le plafond était bas, soutenu par de épaisses poutres en bois qui s'étaient assombries avec l'âge. Les murs étaient en pierre brute et en briques, et le sol en béton inégal était fissuré à plusieurs endroits au fil des décennies. De petites fenêtres près du plafond laissaient entrer un minimum de lumière, et l'espace sentait le moisi et le papier vieux. L'église utilisait principalement le sous-sol pour le stockage, et il était rempli de cartons de vieux livres de cantiques, de bancs cassés, de décorations de Noël et de divers objets accumulés au fil des générations. Archie installa son espace de travail près du mur du fond, où les dégâts des eaux étaient les plus graves. Il pouvait voir où l'humidité avait pénétré à travers la pierre, tachant les murs et faisant s'effriter une partie du mortier. Cela allait prendre plusieurs jours de travail pour tout réparer et sceller correctement. Le premier soir où il travaillait seul, Archie arriva à l'église vers 18h. Le soleil était encore levé, projetant de longues ombres sur le cimetière qui entourait le bâtiment. Il déverrouilla les portes avant et se fraya un chemin à travers le sanctuaire, ses pas résonnant sur les vieux planchers en bois. Le sanctuaire était beau dans sa simplicité, avec ses hautes fenêtres,
ses bancs usés et une chaire sculptée à la main plus d'un siècle auparavant. Archie descendit les 3 escaliers menant au sous-sol, allumant les lumières du plafond en chemin. Les néons s'allumèrent en clignotant, bourdonnant doucement et projetant une lumière crue sur l'espace encombré. Archie travailla pendant environ 2 heures sans incident, enlevant le mortier endommagé et préparant le mur pour un nouveau scellement. Le travail était fastidieux mais direct, et il trouva un rythme confortable. Les seuls sons étaient le grattement de ses outils contre la pierre et le craquement occasionnel du vieux bâtiment qui s'installait. Vers 20 heures, alors que la lumière extérieure commençait à s'estomper, Archie entendit quelque chose qui le fit s'arrêter. C'était le son distinct de pas sur le sol au-dessus de lui, dans le sanctuaire. Les pas étaient lents et délibérés, se déplaçant de l'avant de l'église vers l'arrière. Archie posa ses outils et écouta attentivement. Il supposa que le révérend Thompson ou quelqu'un d'autre de l'église était revenu pour quelque chose et n'avait pas réalisé qu'Archie travaillait dans le sous-sol. Il s'essuya les mains sur son jean et se dirigea vers l'escalier, avec l'intention de faire savoir à la personne qu'il était là. Alors qu'il montait les marches et émergeait dans le sanctuaire, il lança un salut. Sa voix résonna dans l'espace vide, mais il n'y eut pas de réponse. Archie traversa tout le bâtiment, vérifiant les bureaux, la salle de réunion et même les toilettes. Chaque pièce était vide. Les portes avant étaient toujours verrouillées de l'intérieur, exactement comme il les avait laissées. Il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Archie sentit une légère inquiétude s'installer dans sa poitrine, mais il se raisonna. Les vieux bâtiments faisaient des bruits étranges. Les planchers en bois se dilataient et se contractaient avec les changements de température. Ce n'était probablement rien de plus que la structure qui s'installait. Il retourna au sous-sol et se remit au travail. Environ 30 minutes plus tard, cela se reproduisit. Cette fois, les pas étaient plus clairs, plus insistants. Ils traversaient le sol du sanctuaire directement au-dessus de sa tête, et Archie pouvait suivre leur mouvement d'un bout à l'autre de la pièce. Il posa à nouveau ses outils, son cœur battant plus vite maintenant. Il monta les escaliers plus rapidement cette fois, convaincu qu'il trouverait quelqu'un là-haut. Mais une fois de plus, le sanctuaire était complètement vide. Les bancs étaient alignés en rangées parfaites, intactes. L'air était immobile. Il n'y avait personne. Archie vérifia à nouveau les portes et les trouva toujours verrouillées. Il sortit même et fit le tour du périmètre du bâtiment, cherchant des signes qu'une personne était entrée ou essayait de pénétrer à l'intérieur. Le cimetière était calme et vide, les pierres tombales projetant de longues ombres dans la lumière déclinante. Archie rentra à l'intérieur, et cette fois, il s'assura de verrouiller la porte derrière lui et de mettre la clé dans sa poche. Si quelqu'un essayait de lui faire des misères, il ne pourrait ni entrer ni sortir sans qu'il le sache. Il retourna au sous-sol, mais le sentiment de confort qu'il avait éprouvé plus tôt avait disparu. L'espace semblait différent, d'une certaine manière, plus lourd. Il essaya de se concentrer sur son travail, mais il se surprenait constamment à regarder par-dessus son épaule, écoutant les bruits venant d'en haut. Lorsqu'Archie s'agenouilla pour continuer à travailler sur le mur, il remarqua quelque chose d'étrange. Ses outils avaient été déplacés. Il avait laissé son marteau et son ciseau par terre à côté de sa zone de travail, disposés d'une certaine manière par habitude. Maintenant, ils étaient posés sur l'une des caisses de stockage à quelques mètres de là, placés soigneusement côte à côte. Archie fixa les outils, son esprit cherchant une explication. Il ne les avait pas déplacés. Il était monté vérifier le sanctuaire. Il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ses outils avaient été déplacés pendant son absence. Un frisson lui parcourut l'échine malgré l'air chaud de l'été. Archie récupéra ses outils et les reposa à côté de sa zone de travail, les gardant cette fois à portée de main. Il travailla pendant encore 20 minutes, mais sa concentration était partie. Chaque petit bruit le faisait sursauter. Le bourdonnement des lumières fluorescentes semblait plus fort qu'avant. Les ombres dans les coins du sous-sol paraissaient plus sombres, plus solides. Puis la température commença à baisser. Au début, Archie crut qu'il imaginait les choses. Mais en quelques minutes, le changement devint indéniable. Le sous-sol, qui avait été inconfortablement chaud et humide toute la soirée, devint soudainement froid. Archie pouvait voir sa respiration former de petits nuages dans l'air devant son visage. Il se leva, confus et de plus en plus effrayé. C'était le milieu de l'été dans le Mississippi. Il n'y avait pas de climatisation dans le sous-sol. Il n'y avait aucune explication à cette baisse soudaine et dramatique de la température. C'est alors qu'Archie entendit le chant.
Il était faible au début, à peine audible par-dessus le bourdonnement des lumières. Mais alors qu'il se tenait parfaitement immobile, retenant son souffle pour écouter, le son devint plus clair. C'étaient des enfants qui chantaient, des voix aiguës portant une mélodie qui ressemblait à un vieux cantique. Le chant venait de l'intérieur des murs. Archie recula du mur sur lequel il travaillait, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le chant continua, devenant légèrement plus fort. Et maintenant, il pouvait distinguer les paroles. Les enfants chantaient sur le salut et la grâce. Leur voix était étrangement belle et complètement impossible. Les mains d'Archie tremblaient alors qu'il sortait son téléphone et allumait la lampe torche, balayant le faisceau à travers le sous-sol. La lumière ne révéla rien d'inhabituel, juste le même espace de stockage encombré dans lequel il avait travaillé toute la semaine. Mais le chant continuait, résonnant à travers les murs de pierre comme si les voix étaient piégées dans la structure même du bâtiment. Archie se dirigea vers l'escalier, ses instincts lui hurlant de partir. Mais avant qu'il ne puisse atteindre les marches, quelque chose attira son regard. Près de la base du mur où il avait travaillé, où il avait enlevé une partie du vieux mortier, quelque chose était visible qui n'y était pas avant. Il s'approcha prudemment et s'agenouilla, dirigeant la lumière de son téléphone directement sur l'endroit. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Il y avait des marques gravées dans la pierre sous le mortier. Des lettres grossières qui éplaient des noms et des dates. Archie enleva plus de mortier qui s'effritaient avec ses doigts, et d'autres marques furent révélées. C'étaient des marqueurs funéraires, des dizaines d'entre eux, gravés directement dans les pierres de fondation de l'église. L'esprit d'Archie tournait à toute vitesse alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. L'église avait été construite sur des tombes. Le sol du sous-sol, les murs, tout avait été construit directement au-dessus de restes humains. Les noms sur les pierres étaient usés et difficiles à lire, mais les dates étaient plus claires. Années 1830, 1840. Beaucoup des marqueurs n'avaient pas de nom du tout, juste des dates et des âges. Plusieurs indiquaient des enfants. Une pierre disait simplement « nourrisson âgé de 6 mois ». Une autre disait « enfant âgé de 4 ans ». Archie se sentit malade. Le chant dans les murs prit soudain un sens terrible. L'église avait été construite sur un cimetière, probablement un cimetière pour des personnes réduites en esclavage ou celles trop pauvres pour se permettre des enterrements décents. Les noms avaient été oubliés, effacés par le temps et le mortier. Mais les corps étaient restés sous la fondation. Et maintenant, alors qu'Archie avait dérangé les murs, quelque chose avait été réveillé. Le chant s'arrêta brusquement, et le silence qui suivit fut pire que le son. Archie se leva, les jambes instables, et c'est alors que toutes les lumières du sous-sol s'éteignirent en même temps. L'obscurité était absolue et étouffante. Archie tâtonna avec son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran alors qu'il essayait de garder la lampe torche allumée. Le faisceau de lumière semblait faible et inadéquat contre l'obscurité oppressante. Il se tourna vers l'escalier, mais avant qu'il ne puisse faire un pas, il les vit. Il y avait des figures debout dans le sous-sol avec lui. De petites figures, de la taille d'un enfant, visibles seulement comme des ombres plus sombres contre l'obscurité. Elles se tenaient parfaitement immobiles, dispersées dans l'espace entre les caisses de stockage et les vieux meubles. Archie en compta au moins 6, mais il pouvait y en avoir plus dans les coins où sa lumière ne parvenait pas. Son esprit rationnel essaya de le convaincre qu'il voyait des choses, que les ombres n'étaient que des jeux de lumière et de sa propre peur. Mais ensuite, l'une des figures bougea. Elle fit un pas vers lui, et Archie entendit le son doux de pieds nus sur le béton. Il recula, la lumière de son téléphone balayant frénétiquement, et aperçut un visage. C'était un enfant, une petite fille. Mais ses traits étaient étranges, flous et indistincts, comme vus à travers un verre épais. Ses yeux étaient des espaces sombres et creux, et sa bouche était ouverte comme si elle allait parler ou chanter. Archie recula, mais il y avait maintenant plus de figures derrière lui. Il pouvait les sentir, même s'il ne les voyait pas toutes. De petites mains froides effleurèrent ses jambes, touchant son jean avec des doigts qui ressemblaient plus à de la glace qu'à de la chair. Archie cria et se précipita vers l'escalier. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la porte en haut des marches se ferma avec un bruit sourd qui résonna dans le sous-sol. Il attrapa la rampe et se hissa en haut des marches, les prenant deux par deux. Lorsqu'il atteignit la porte, il attrapa la poignée et tira de toutes ses forces. La porte ne bougea pas. Elle semblait être maintenue fermée de l'autre côté par quelque chose d'incroyablement fort. Derrière lui, le chant recommença. Cette fois, il était plus fort, plus insistant, et venait de toutes les directions à la fois. Les voix l'entouraient,
pressant de chaque coin du sous-sol. Archie frappa à la porte, hurlant à l'aide, même s'il savait qu'il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Il pouvait entendre des mouvements sur les marches en dessous de lui. Plusieurs ensembles de pas montaient vers lui. La température baissa encore davantage et du givre commença à se former sur la poignée de la porte sous sa main. Archie sanglotait maintenant, tirant désespérément sur la porte, et soudain, elle céda. Il tomba en arrière dans le sanctuaire, atterrissant durement sur le sol en bois. Il se releva en hâte et regarda en arrière vers l'escalier. Le sous-sol était complètement sombre, mais il pouvait voir du mouvement dans cette obscurité. Des formes montaient les marches vers lui. Archie claqua la porte du sous-sol et regarda frénétiquement autour de lui pour trouver quelque chose pour la bloquer. Il n'y avait rien de suffisamment lourd à portée de main, alors il se contenta de courir. Il traversa le sanctuaire en trombe, bricola avec la serrure de la porte d'entrée et jaillit dans l'air de la nuit. Il ne s'arrêta pas de courir jusqu'à ce qu'il atteigne son camion sur le parking. Ses mains tremblaient tellement qu'il laissa tomber ses clés 2 fois avant de réussir à démarrer le moteur. Alors qu'il quittait le parking, il regarda en arrière vers l'église. Dans l'une des petites fenêtres du sous-sol, il vit un visage pressé contre la vitre de l'intérieur. C'était la petite fille qu'il avait vue dans le sous-sol, le regardant partir. Archie conduisit directement chez le révérend Thompson et frappa à la porte jusqu'à ce que le révérend réponde, confus et préoccupé. Archie essaya d'expliquer ce qui s'était passé, mais les mots sortaient de manière désordonnée et paniquée. Le révérend écouta patiemment, puis suggéra gentiment qu'Archie avait peut-être trop travaillé, que les vieux bâtiments pouvaient jouer des tours à l'esprit, surtout lorsqu'on travaille seul la nuit. Mais lorsqu'Archie lui montra les coupures sur ses bras, causées par sa tentative désespérée de s'échapper par la fenêtre du sous-sol, des coupures dont il ne se souvenait même pas avoir reçu, l'expression du révérend changea. Le lendemain matin, le révérend Thompson se rendit à l'église avec 2 diacres pour enquêter. Ils trouvèrent les outils d'Archie toujours dans le sous-sol, exactement là où il les avait laissés. Ils découvrirent également les marqueurs funéraires qu'il avait mis au jour dans les pierres de fondation. Le révérend contacta un historien local qui examina les marques et confirma ce qu'Archie avait soupçonné. L'église avait été construite sur un cimetière utilisé principalement pour les personnes réduites en esclavage et leurs enfants. Durant les années 1830 et 1840, lorsque l'église avait été construite en 1847, personne n'avait pris la peine de déplacer les restes. Ils avaient simplement construit par-dessus, effaçant tout enregistrement de ceux qui y étaient enterrés. L'historien trouva des archives indiquant qu'au moins 14 enfants avaient été enterrés à cet endroit, bien que le nombre exact soit inconnu. En 1891, un incendie s'était déclaré dans une structure qui occupait auparavant le site avant que l'église actuelle ne soit construite, et plusieurs enfants étaient morts dans cet incendie. Leurs corps avaient été enterrés au même endroit. Le révérend Thompson fut horrifié par cette découverte. Il contacta immédiatement le conseil de l'église, et ils prirent la décision d'engager des enquêteurs paranormaux pour évaluer la situation. Les enquêteurs passèrent 3 nuits dans le sous-sol de l'église et documentèrent de nombreuses anomalies, y compris des fluctuations dramatiques de température, des sons inexpliqués et ce qu'ils décrivirent comme une activité spirituelle significative. Ils recommandèrent que l'église reconnaisse la présence des tombes non marquées et envisage de tenir une cérémonie commémorative pour ceux enterrés sous le bâtiment. L'église accepta et organisa un service spécial dédié à une plaque commémorative pour les âmes sans nom reposant sous la fondation. Ils décidèrent également de sceller définitivement le sous-sol, le déclarant interdit pour toute utilisation ou rénovation future. Archie refusa de revenir pour terminer les réparations. Le conseil de l'église le comprit et le paya intégralement pour le travail qu'il avait accompli. Ils engagèrent un autre entrepreneur pour terminer les travaux du sous-sol, mais cet entrepreneur quitta également avant la fin du travail, rapportant des expériences similaires d'entendre des voix et de sentir des présences invisibles. Finalement, l'église se contenta de sceller le mur endommagé avec des planches et la laisser ainsi depuis. Le bâtiment reste actif en tant que lieu de culte, mais plus personne ne va dans le sous-sol. Une plaque commémorative près de l'entrée principale rend hommage aux âmes oubliées reposant sous l'église. Et chaque année, à l'anniversaire de l'incendie de 1891, l'église organise un service spécial en leur honneur. Archie n'a plus jamais travaillé dans une église après cette expérience. Il fait toujours de la maintenance, mais il évite les vieux bâtiments, surtout ceux avec des sous-sols, et il ne travaille plus jamais seul après la tombée de la nuit. Cela s'est passé il y a environ 6 ans, lorsque Millie vivait dans une petite ville appelée Cypress Hollow, en Louisiane. La population n'était que d'environ 800 habitants,
un chiffre qui incluait tout le monde dans un rayon de 16 km qui se considérait comme faisant partie de la communauté. Cypress Hollow était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, où les gens ne verrouillaient pas leurs portes la nuit, et où manquer l'église le dimanche matin était remarqué par toute la congrégation. Millie y avait vécu toute sa vie, née dans le même hôpital que sa mère et sa grand-mère. Elle avait été élevée dans une maison qui appartenait à sa famille depuis 3 générations. À 28 ans, elle n'avait jamais vécu ailleurs et, honnêtement, ne pouvait pas imaginer vouloir le faire. Elle travaillait à la bibliothèque locale, connaissait tout le monde en ville par leur nom, et se sentait en sécurité d'une manière que les gens des villes ne pourraient jamais comprendre. Rien d'inhabituel ne se passait jamais à Cypress Hollow. La plus grande excitation que la ville avait connue ces dernières années était lorsque l'équipe de football du lycée avait atteint les finales régionales, ou lorsqu'une vache s'était échappée et avait erré dans le centre-ville. Ce sentiment de sécurité et de prévisibilité fut brisé lorsque le voisin de Millie, Edward, cessa de se rendre à l'église le dimanche. Edward avait 63 ans, un ancien facteur à la retraite qui s'était installé à Cypress Hollow environ 15 ans plus tôt. Il était calme et gardait généralement ses distances, mais il était assez amical lorsque vous le croisiez à l'épicerie ou au magasin de bricolage. Il vivait seul dans une petite maison à côté de la propriété de Millie, séparée par une clôture en chêne et environ 50 mètres de pelouse. Edward avait une routine qui variait rarement. Chaque dimanche matin, il assistait à l'église baptiste de la rue principale, s'asseyant toujours sur le même banc à l'arrière. Chaque mardi, il conduisait jusqu'à la ville voisine, à 50 km de là, pour faire ses courses. Chaque soir, il s'asseyait sur son porche et lisait le journal jusqu'à ce que le soleil se couche. Millie s'était habituée à le voir là, une présence constante qui était réconfortante dans sa prévisibilité. Ainsi, lorsque 2 dimanches passèrent sans qu'Edward ne se montre à l'église, les gens commencèrent à parler. Au 3e dimanche, Millie décida de vérifier comment il allait. Elle se rendit chez lui un dimanche après-midi et frappa à la porte d'entrée. Il n'y eut pas de réponse. Elle pouvait voir le camion d'Edward garé dans l'allée, un vieux Ford bleu délavé qu'il conduisait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, et appela son nom. Toujours rien. Millie fit le tour de la maison, jetant un coup d'œil par les fenêtres, mais tous les rideaux étaient tirés et elle ne pouvait pas voir à l'intérieur. Elle essaya d'appeler son téléphone, mais il alla directement sur la messagerie vocale. Un nœud d'inquiétude commença à se former dans son estomac. Le lundi matin, Millie appela le bureau du shérif et leur demanda de faire une vérification de bien-être pour Edward. Le député Martinez arriva dans l'heure, et Millie le rejoignit chez Edward. Le député frappa à la porte et se présenta, mais comme Millie, il ne reçut aucune réponse. Après plusieurs tentatives, le député Martinez décida d'entrer dans la maison. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui n'était pas inhabituel à Cypress Hollow, et il la poussa lentement, appelant Edward en entrant. Millie attendit sur le porche, son cœur battant avec une terrible certitude que quelque chose n'allait pas. Après environ 10 minutes, le député Martinez émergea de la maison, l'air troublé. Il dit à Millie qu'Edward n'était pas là, que la maison semblait complètement vide. Mais plus que cela, il semblait qu'Edward était parti en hâte ou avait prévu de partir. Tous ses vêtements avaient disparu des placards et des tiroirs. Ses articles de toilette manquaient dans la salle de bain. Mais voici ce qui était étrange, son portefeuille était posé sur la table de la cuisine, avec son téléphone portable et ses clés de voiture. Son camion était dans l'allée. Ses cartes bancaires étaient toujours dans son portefeuille. Si Edward avait quitté la ville, il l'avait fait sans argent, sans pièce d'identité, sans son véhicule et sans dire à personne où il allait. Le département du shérif ouvrit une enquête. Ils vérifièrent les comptes bancaires d'Edward et ne trouvèrent aucune activité depuis 2 semaines, juste un retrait routinier de $60 à un distributeur automatique du supermarché local. Ils contactèrent le bureau de poste où Edward avait travaillé avant de prendre sa retraite, mais personne là-bas n'avait eu de ses nouvelles. Ils prirent contact avec les quelques membres de la famille qu'ils purent trouver dans les dossiers d'Edward, un neveu au Texas et une sœur en Floride, mais aucun des deux n'avait parlé à Edward depuis plus d'1 an. Le neveu semblait peu préoccupé, disant qu'Edward avait toujours été un solitaire et qu'il avait probablement décidé de partir quelque part sans prévenir personne. Mais cette explication ne semblait pas juste pour quiconque à Cypress Hollow. Edward était une créature d'habitude. Il ne faisait pas les choses spontanément, et il n'aurait certainement pas quitté la ville sans son portefeuille et son camion. Alors que les jours se transformaient en semaines sans aucun signe d'Edward, la ville fut consumée par les spéculations. Certaines personnes pensaient qu'il avait eu une urgence médicale et s'était éloigné, confus.
D'autres suggéraient qu'il s'était mêlé aux mauvaises personnes et avait subi un sort funeste. La théorie la plus troublante, chuchotée lors de conversations discrètes au dîner ou au magasin d'aliments pour animaux, était qu'Edward cachait quelque chose de sombre de son passé, et que cela l'avait finalement rattrapé. Millie se surprit à obséder sur la disparition d'Edward. Elle pouvait voir sa maison vide depuis la fenêtre de sa cuisine, et chaque fois qu'elle la regardait, elle ressentait un sentiment croissant de malaise. Elle commença à poser des questions en ville, essayant de rassembler des informations sur la vie d'Edward avant qu'il ne s'installe à Cypress Hollow. Ce qu'elle découvrit la troubla. Edward s'était installé en ville plutôt abruptement en 2004, vendant une maison en Arkansas et déménageant en Louisiane sans raison claire. Il n'avait pas d'emploi en vue, pas de famille dans la région, rien qui puisse expliquer pourquoi il avait choisi spécifiquement Cypress Hollow. C'était comme s'il fuyait quelque chose ou se cachait de quelqu'un. Millie parla à des résidents plus âgés qui se souvenaient de l'arrivée d'Edward, et quelques-uns mentionnèrent qu'il avait semblé nerveux à l'époque, regardant constamment par-dessus son épaule, réticent à parler de son passé. Au fil des ans, il s'était détendu et s'était intégré à la communauté. Mais maintenant, Millie se demandait si ce dont il avait eu peur l'avait finalement retrouvé. 3 semaines après la disparition d'Edward, Millie reçut la première lettre. Elle arriva dans une enveloppe blanche sans adresse de retour, oblitérée à bâton rouge. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier avec un message tapé qui lui glaça le sang. Il disait simplement « Arrête de poser des questions sur Edward. Ce qui lui est arrivé peut arriver. » Millie apporta immédiatement la lettre au bureau du shérif. Ils l'envoyèrent à la police d'État pour analyse. Mais la lettre ne fournit aucune preuve utile. Le papier était générique, disponible dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau. L'enveloppe était autocollante, donc il n'y avait pas d'ADN de salive. Le message avait été imprimé sur une imprimante laser courante. Il n'y avait pas d'empreinte digitale. L'oblitération de Bâton Rouge ne signifiait rien, car Bâton Rouge était une grande ville où n'importe qui pouvait poster quelque chose de manière anonyme. Le député Martinez conseilla à Millie d'être prudente et de signaler immédiatement toute activité suspecte, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'il puisse faire. La lettre de menace ne fit qu'approfondir le mystère de ce qui était arrivé à Edward et confirma qu'il y avait quelque chose de sinistre en jeu. Millie essaya de suivre le conseil de cesser de poser des questions, mais elle trouva cela impossible. Elle ne pouvait pas laisser tomber. La deuxième lettre arriva 2 semaines plus tard. Et celle-ci était pire. Elle contenait des photocopies de documents relatifs à un crime de 1987, un accident de fuite en Arkansas qui avait tué une adolescente. Le conducteur n'avait jamais été retrouvé. Joint au document se trouvait une note suggérant qu'Edward avait été impliqué dans la dissimulation de preuves liées à cet accident, qu'il savait qui était le conducteur et qu'il avait aidé cette personne à échapper à la justice. La note impliquait que la disparition d'Edward était une vengeance pour son rôle dans cette dissimulation et avertissait à nouveau Millie de cesser son enquête. Les informations contenues dans la lettre étaient troublantes, mais Millie n'avait aucun moyen de vérifier si elles étaient vraies. Elle montra les documents au shérif, et ils les transmirent aux enquêteurs d'État. L'affaire devenait de plus en plus complexe et troublante. Si la lettre était exacte, Edward avait vécu avec un terrible secret pendant des décennies, et quelqu'un avait finalement décidé de se venger. Mais qui? Et où était Edward maintenant? Était-il encore en vie quelque part, caché ou retenu captif? Où avait-il été tué? L'incertitude était agonisante. Millie commença à avoir des difficultés à dormir. Elle gardait ses portes et fenêtres verrouillées pour la première fois de sa vie. Elle se surprenait constamment à regarder par-dessus son épaule, sursautant aux bruits inattendus. Le sentiment de sécurité qu'elle avait toujours associé à Cypress Hollow avait disparu, remplacé par une paranoïa rampante qui la faisait remettre en question tout et tout le monde autour d'elle. Puis les choses s'aggravèrent d'une manière qui fit craindre Millie pour sa vie. Elle rentra du travail un après-midi pour découvrir que quelqu'un était entré chez elle. Rien n'avait été volé. Rien n'était manifestement dérangé, mais elle pouvait dire que quelqu'un était passé par là. Les tiroirs n'étaient pas tout à fait fermés. Une chaise avait été légèrement déplacée. Son courrier avait été fouillé, et dans sa salle de bain, collée au miroir, se trouvaient des photographies d'elle-même. Des photos prises sur plusieurs semaines, la montrant quittant le travail, faisant des courses à l'épicerie, marchant vers sa voiture. Quelqu'un l'avait suivie, observé, documenté ses mouvements. La violation qu'elle ressentit était écrasante. Millie appela immédiatement le bureau du shérif, et cette fois, ils prirent la menace très au sérieux. Ils recherchèrent des empreintes digitales,
mais ne trouvèrent rien d'utile. Ils augmentèrent les patrouilles dans son quartier et lui conseillèrent d'envisager de rester avec des amis ou de la famille jusqu'à ce que la situation soit résolue. Mais Millie eut une réaction différente. Elle était terrifiée, oui, mais elle était aussi en colère. Quelqu'un la menaçait, et essayait de la faire taire au sujet de la disparition d'Edward. Et plus elle y pensait, plus elle était convaincue que quelqu'un à Cypress Hollow savait exactement ce qui était arrivé à Edward. La troisième et dernière lettre arriva une semaine plus tard. Celle-ci était explicite dans sa menace. Elle indiquait qu'Edward avait été assassiné en raison de son implication dans la dissimulation de 1987 et que Millie subirait le même sort si elle ne quittait pas immédiatement Cypress Hollow. La lettre lui donnait une semaine pour faire ses valises et quitter la ville de manière permanente. Si elle était encore là après 7 jours, la lettre promettait qu'elle disparaîtrait comme Edward l'avait fait. Cette lettre mentionnait également des détails spécifiques sur sa routine quotidienne, prouvant que celui qui la surveillait savait exactement où elle allait et quand. Millie prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle partit. En 4 jours, elle avait fait ses valises avec ses affaires les plus importantes, mis sa maison en vente et emménagé chez sa sœur dans le Mississippi. Elle vendit la maison à perte, car elle n'avait pas le temps d'attendre une meilleure offre. Elle abandonna la communauté dans laquelle elle avait vécu toute sa vie, le travail qu'elle aimait, le sentiment de chez-soi qu'elle avait toujours chéri. La peur était tout simplement trop grande. L'enquête sur la disparition d'Edward se poursuivit, mais elle n'aboutit à rien. Il n'y avait pas de nouvelles pistes, pas de témoins, pas de preuves. Edward avait simplement disparu, et personne ne semblait capable ou disposé à expliquer ce qui lui était arrivé. 3 ans après sa disparition, des restes humains furent découverts dans une zone reculée du bayou, à environ 65 km de Cypress Hollow. Les dossiers dentaires confirmèrent que les restes appartenaient à Edward. Le médecin légiste détermina qu'il avait été assassiné, tué par un traumatisme crânien contondant, mais l'état des restes rendait impossible de déterminer exactement quand il était mort ou qui l'avait tué. L'affaire fut officiellement classée comme un homicide, mais aucune arrestation ne fut jamais effectuée. À ce jour, personne ne sait qui a tué Edward ou pourquoi, bien que les documents concernant le délit de fuite de 1987 suggèrent un mobile possible. Millie vit toujours dans le Mississippi, mais elle ne s'est jamais sentie en sécurité depuis. Elle reçoit des appels téléphoniques anonymes chaque année à l'anniversaire de la disparition d'Edward. Des appels où personne ne parle, mais où elle peut entendre une respiration à l'autre bout de la ligne. Elle a changé son numéro de téléphone à plusieurs reprises, mais les appels la retrouvent toujours. Elle ne sait pas si l'appelant est la personne qui a tué Edward ou quelqu'un qui veut lui rappeler ce qui s'est passé, ou peut-être simplement quelqu'un de cruel qui aime la tourmenter. Elle ne retournera jamais à Cypress Hollow. La ville qui représentait autrefois la sécurité et la communauté ne représente plus que la peur et des questions sans réponse. Cela s'est passé durant l'été 2021, lorsqu'Isaac et Ruby conduisaient à travers la Géorgie rurale sur l'autoroute 129. Ils avaient passé le week-end à rendre visite à la famille d'Isaac à Atlanta et rentraient chez eux en Caroline du Sud, un trajet qu'ils avaient effectué des dizaines de fois depuis leur mariage. Il était environ 2 heures du matin, car ils étaient restés plus longtemps que prévu chez les parents d'Isaac, et ils pensaient que conduire de nuit signifierait moins de trafic et un trajet plus rapide vers la maison. Isaac était au volant tandis que Ruby somnolait sur le siège passager, et l'autoroute s'étendait devant eux comme un ruban sombre à travers des forêts de pins sans fin. Ils n'avaient pas vu une autre voiture depuis plus d'1 heure, ce qui n'était pas inhabituel pour ce tronçon de route au milieu de la nuit. La radio jouait doucement, une émission de radio nocturne à laquelle Isaac ne prêtait qu'une oreille distraite, et les phares n'éclairaient que l'asphalte vide et les panneaux routiers réfléchissants occasionnels. C'était paisible de la manière dont les longs trajets de nuit peuvent l'être, calme et presque méditatif. Cette paix fut brisée lorsqu'Isaac remarqua des lumières dans son rétroviseur. Au début, il supposa que c'était un autre véhicule qui les suivait. Probablement quelqu'un d'autre faisant le long trajet à travers la Géorgie dans les premières heures du matin. Mais en observant les lumières dans son rétroviseur, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Elles étaient trop brillantes, presque aveuglantes, et elles semblaient se déplacer d'une manière qui ne correspondait pas à la façon dont les phares d'une voiture devraient bouger. Les lumières apparaissaient dans son rétroviseur, devenaient plus brillantes, puis changeaient soudainement de position, apparaissant plus haut comme si le véhicule s'était soulevé de la route. Isaac cligna des yeux et se frotta les yeux, se demandant si la fatigue jouait des tours à sa vision. Il jeta un coup d'œil au compteur de vitesse et vit qu'il roulait à environ 110 km/h, juste à la limite de vitesse. Les lumières derrière lui maintenaient exactement la même distance, ni ne gagnant ni ne perdant du terrain.
Ruby s'agita sur le siège passager et demanda, d'une voix ensommeillée et confuse, ce qui n'allait pas. Isaac lui dit de regarder derrière eux, et lorsqu'elle se retourna pour regarder par la vitre arrière, son expression changea immédiatement de confusion ensommeillée à une préoccupation alerte. Elle demanda ce que c'était que ces lumières, et Isaac lui répondit qu'il n'en avait aucune idée, mais qu'elle les suivait depuis plusieurs kilomètres. Ruby suggéra qu'il devrait peut-être s'arrêter et laisser passer celui qui les suivait. Isaac fut d'accord et commença à ralentir, se dirigeant vers l'accotement étroit de l'autoroute. Alors que la voiture s'immobilisait complètement, les lumières derrière eux s'arrêtèrent également. Elles restèrent là, au ralenti sur l'accotement, tous deux regardant dans les rétroviseurs latéraux et par la vitre arrière, attendant que le véhicule derrière eux les dépasse, mais il ne les dépassa pas. Il resta simplement là, les lumières éclatantes, peut-être à une centaine de mètres derrière eux. Isaac sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Ce n'était pas un comportement normal. Si c'était simplement un autre conducteur, il les aurait dépassés maintenant. Il remit la voiture en marche et se rabat sur l'autoroute, accélérant rapidement. Les lumières reprirent immédiatement leur poursuite, maintenant exactement la même distance. Ruby attrapa son téléphone pour appeler à l'aide, mais lorsqu'elle appuya sur le bouton d'allumage, rien ne se passa. L'écran resta noir. Elle essaya à nouveau en maintenant le bouton d'allumage enfoncé, mais le téléphone ne s'alluma pas. Isaac lui dit d'utiliser son téléphone, qui se trouvait dans la console centrale. Elle le prit et constata le même problème. Son téléphone était également complètement éteint, bien qu'il ait été presque pleinement chargé seulement une heure plus tôt. La radio, qui avait joué en continu, se remplit soudainement de parasites, puis se tut. Toutes les lumières du tableau de bord clignotèrent une fois, deux fois, puis se stabilisèrent. Isaac sentit un profond sentiment de terreur s'installer en lui. Les lumières derrière eux se séparèrent soudainement. Ce qui semblait être deux phares d'un seul véhicule se divisa en 4 points de lumière distincts. Puis 6, puis 8. Les lumières s'élevèrent de la route, flottant de manière impossible dans l'air, s'étalant pour former une ligne à travers la largeur de l'autoroute derrière eux. Ruby halta, et Isaac sentit ses mains se serrer sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce n'était pas un véhicule. C'était autre chose. Quelque chose qui défiait toute explication. Les lumières commencèrent à se déplacer selon des schémas qui n'avaient aucun sens physique. Elles tissaient d'avant en arrière, montaient et descendaient, tournoyaient les unes autour des autres comme si elles étaient vivantes. Isaac enfonça l'accélérateur à fond, regardant le compteur de vitesse grimper à 140, puis 150 km/h. La voiture tremblait sous l'effet de la vitesse, le volant vibrant dans ses mains. Mais les lumières suivaient sans effort. Elle n'était plus derrière la voiture. Elle l'entourait, flottant des deux côtés de l'autoroute, les accompagnant à travers l'obscurité. Ruby respirait rapidement, ses mains serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. Et Isaac pouvait s'entendre faire de petits sons effrayés dans sa gorge qu'il ne semblait pas pouvoir arrêter. La température à l'intérieur de la voiture, qui avait été confortablement fraîche grâce à la climatisation, chuta soudainement. Tous deux pouvaient voir leur souffle former des nuages dans l'air. Du givre commença à se répandre à l'intérieur des vitres malgré le fait qu'il était le milieu de l'été et que la température extérieure était probablement encore dans les 20 degrés Celsius. Isaac essaya de continuer à conduire, essaya de distancer ce qui leur arrivait. Mais ensuite, le moteur de la voiture s'arrêta. Comme si quelqu'un avait tourné la clé. La direction assistée tomba en panne et Isaac dut lutter avec le volant alors que la voiture roulait jusqu'à s'arrêter sur l'autoroute. Il essaya de redémarrer le moteur, tournant la clé frénétiquement, mais rien ne se passa. La voiture était complètement morte. Les lumières convergèrent vers eux, se rapprochant. Et maintenant, Isaac et Ruby pouvaient voir qu'elle n'était attachée à aucun objet physique. C'étaient simplement des sphères de lumière blanche brillantes suspendues dans l'air, chacune de la taille d'un ballon de basket, et elle entourait la voiture en un cercle. Il y en avait au moins une douzaine maintenant, peut-être plus. Et elle projetait tout dans une illumination dure et sans ombre qui faisait mal à regarder. Ruby attrapa la main d'Isaac et la serra si fort que cela lui fit mal. Aucun des deux ne pouvait parler. La terreur était au-delà des mots. Puis les lumières commencèrent à pulser, devenant plus brillantes et plus sombres selon un rythme qui semblait presque délibéré, presque comme une communication. À chaque pulsation, Isaac ressentait une étrange sensation dans son corps, un picotement qui commençait dans ses extrémités et se déplaçait vers l'intérieur, vers sa poitrine. Il essaya de bouger, essaya d'atteindre la poignée de la porte, mais son corps ne répondait pas. Il était paralysé,
figé sur le siège du conducteur, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de regarder les lumières pulser autour d'eux. Ruby lui dit plus tard qu'elle avait vécu la même chose. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait même pas tourner la tête. Ses yeux étaient fixés vers l'avant, regardant à travers le pare-brise dans l'obscurité au-delà du cercle de lumière. Elle dit qu'elle sentait comme si quelque chose était dans sa tête, appuyant contre sa conscience, essayant d'accéder à ses pensées et à ses souvenirs. La sensation était invasive et terrifiante, comme une violation d'une manière qui n'avait pas d'équivalent physique. Isaac le ressentit aussi. Une présence sondant son esprit, curieuse et étrangère, et totalement indifférente à sa peur. Le temps semblait se comporter étrangement. Isaac eut l'impression qu'ils étaient assis là pendant seulement quelques minutes. Mais lorsqu'il fut enfin capable de bouger à nouveau et qu'il regarda sa montre, il était 4h47 du matin. Plus de 2 heures s'étaient écoulées. La montre de Ruby indiquait la même heure. Ils se regardèrent avec horreur et confusion. Aucun d'eux ne se souvenait de ce qui s'était passé pendant ce temps perdu. Les lumières avaient disparu. L'autoroute était vide et sombre. La température à l'intérieur de la voiture était revenue à la normale, bien que le givre sur les vitres fondait encore, laissant des traînées d'eau qui ressemblaient à des larmes. Isaac tourna la clé et le moteur démarra immédiatement, comme si rien n'avait jamais été anormal. Il mit la voiture en marche et ils continuèrent sur l'autoroute dans un silence absolu. Aucun d'eux n'osait parler. Ils ne s'arrêtèrent pas de conduire jusqu'à ce qu'ils traversent la frontière de l'État de Caroline du Sud et s'arrêtent dans une station-service juste au moment où le soleil commençait à se lever. Sous la lumière crue de la station-service, ils s'examinèrent et trouvèrent quelque chose qui leur glaça le sang. Tous deux avaient des marques identiques sur leurs avant-bras gauches. De petites brûlures circulaires de la taille d'une pièce de monnaie, disposées en un motif triangulaire de 3 marques chacune. Les brûlures n'étaient pas là auparavant. Aucun d'eux ne se souvenait avoir été brûlé ou blessé. Les marques étaient rouges et cloquées, comme si elles étaient fraîches, mais il n'y avait aucune douleur associée. Isaac et Ruby se regardèrent, puis Ruby commença à pleurer. Ils appelèrent la police depuis la station-service et essayèrent d'expliquer ce qui s'était passé. Mais même en racontant l'histoire, Isaac pouvait entendre à quel point cela semblait insensé. L'officier de police qui répondit fut poli mais clairement sceptique. Il prit un rapport et photographia les brûlures sur leurs bras, mais il n'avait aucune explication à offrir. Il suggéra qu'ils avaient peut-être été drogués ou avaient vécu une sorte d'hallucination partagée, peut-être à cause du monoxyde de carbone dans la voiture, mais cela n'expliquait pas les marques sur leurs bras, les téléphones morts qui fonctionnaient à nouveau parfaitement, ou le temps perdu. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, ils trouvèrent autre chose de troublant. Il y avait des photos sur leurs 2 téléphones, des dizaines de photos qu'aucun d'eux ne se souvenait avoir prises. Les photos montraient les lumières entourant leur voiture, prises depuis l'intérieur du véhicule. Les images étaient claires et détaillées, montrant les sphères de lumière flottant dans l'obscurité, se réfléchissant sur les vitres et le capot de la voiture. Il y avait aussi des photos de l'autoroute, des arbres le long de la route, et plusieurs images étranges qui semblaient avoir été prises de l'extérieur de la voiture en regardant à l'intérieur, montrant Isaac et Ruby assis, immobiles, sur leur siège avec des expressions vides sur leur visage. Aucun d'eux ne se souvenait avoir pris ces photos ou que quelqu'un d'autre était là pour les prendre. Isaac sauvegarda les photos sur son ordinateur, craignant qu'elles ne disparaissent, puis contacta un groupe de recherche paranormale qu'il avait trouvé en ligne. Les chercheurs furent très intéressés par leur histoire et les preuves photographiques. Ils dirent à Isaac et Ruby que l'autoroute 129 avait une histoire de rapports étranges, que d'autres conducteurs avaient décrit des expériences similaires avec des lumières inexpliquées dans cette zone. Certains des récits dataient de décennies. Les chercheurs ne pouvaient pas expliquer ce que étaient les lumières ou ce qui s'était passé pendant le temps perdu, mais ils assurèrent à Isaac et Ruby qu'ils n'étaient pas faux et que leur expérience était cohérente avec d'autres cas documentés. Isaac et Ruby refusent de conduire à travers cette zone à nouveau. Lorsqu'ils rendent visite à leur famille à Atlanta maintenant, ils prennent un itinéraire différent qui ajoute 1 heure supplémentaire au trajet, mais aucun d'eux ne se soucie du temps supplémentaire. L'alternative est impensable. Les brûlures sur leurs bras ont guéri au cours de plusieurs semaines, mais elles ont laissé des cicatrices permanentes. 3 petits cercles disposés en triangle sur chacun de leurs avant-bras gauches. Les marques sont un rappel constant de cette nuit, des heures dont ils ne se souviennent pas, de la présence qui a envahi leurs esprits. Ils ont essayé de continuer leur vie. Mais tous deux souffrent de cauchemars récurrents à propos des lumières. Ruby a développé une anxiété à propos de la conduite de nuit. Et Isaac se surprend constamment à scanner le ciel lorsqu'il est dehors après la tombée de la nuit, à la recherche de lumières qui ne devraient pas être là.
Ils ont lu tout ce qu'ils ont pu trouver sur des expériences similaires, cherchant des réponses ou au moins une compréhension, mais la vérité est qu'ils ne sauront peut-être jamais ce qui leur est vraiment arrivé sur l'autoroute 129. Tout ce qu'ils savent avec certitude, c'est que quelque chose au-delà de leur compréhension existe dans ce monde. Quelque chose qui peut arrêter le temps et envahir les esprits, laissant des marques qui ne peuvent être expliquées. Et cette connaissance les a changés à jamais. Cela s'est passé à l'automne 2018, lorsque Samuel a déménagé à Ashford, en Arkansas, pour une nouvelle opportunité professionnelle. Il avait été embauché par un cabinet comptable régional qui desservait les petites villes de l'État, et ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer leur bureau satellite à Ashford. La ville comptait seulement environ 1200 habitants, nichée dans les collines vallonnées du sud-est de l'Arkansas, où les champs de coton s'étendaient à perte de vue et où tout le monde semblait connaître tout le monde. Samuel avait 26 ans et venait de sortir de l'école supérieure. Excité par l'opportunité de construire sa carrière et de s'établir dans une communauté tranquille. Ses collègues au cabinet parlaient en bien d'Ashford, la décrivant comme un endroit où les gens veillaient les uns sur les autres et où l'on pouvait encore vivre une hospitalité sudiste authentique. Lorsqu'il arriva pour la première fois, Samuel trouva leurs descriptions exactes. Les gens lui faisaient signe dans la rue, même s'ils ne le connaissaient pas. La femme qui dirigeait le dîner local se souvenait de sa commande de café après seulement 2 visites. Son propriétaire lui apporta une tarte maison pour l'accueillir en ville. C'était exactement le genre d'endroit que Samuel recherchait, après s'être lassé des foules anonymes et du bruit constant de Memphis, où il avait étudié. Environ 3 semaines après s'être installé à Ashford, Samuel eut un accident au travail. Il déplaçait des boîtes de dossiers lourds vers un espace de stockage lorsqu'une d'elles glissa de sa prise et que le bord tranchant lui entailla l'avant-bras, créant une profonde entaille qui se mit immédiatement à saigner abondamment. Son superviseur jeta un coup d'œil à la blessure et lui dit qu'il avait besoin de points de suture. L'hôpital le plus proche était à plus de 65 km, mais tout le monde au bureau insista pour que Samuel aille simplement voir le docteur Whitmore. Ils expliquèrent que le docteur Whitmore était le médecin de la ville depuis plus de 30 ans, qu'il pouvait gérer tout, des os cassés aux procédures chirurgicales mineures, et que son cabinet était juste là, en ville. Samuel accepta et son superviseur appela à l'avance pour prévenir le médecin de son arrivée. Le cabinet était situé dans une vieille maison victorienne en bordure de la ville, en retrait de la route principale et entouré de chênes massifs qui projetaient de profondes ombres sur la propriété. La maison avait probablement été belle autrefois, mais maintenant la peinture s'écaillait et certains des éléments décoratifs tombaient. Un petit panneau en bois près de l'allée indiquait « Cabinet médical Whitmore » en lettres délavées. Samuel se gara sur le parking en gravier et monta les marches grinçantes menant au porche. Il frappa à la porte et, après un moment, elle s'ouvrit pour révéler un homme dans la soixantaine portant une blouse blanche sur un jean délavé et une chemise à carreaux. Le docteur Whitmore était grand et mince, avec des cheveux gris peignés en arrière et des lunettes à monture métallique qui agrandissaient ses yeux bleu pâle. Il salua Samuel chaleureusement et l'invita à entrer. L'intérieur de la maison était sombre et encombré, avec des lambris en bois foncé sur les murs et des meubles anciens qui semblaient être là depuis les années 1970. Samuel remarqua immédiatement qu'il n'y avait pas de réceptionniste, pas de salle d'attente remplie de patients, aucun des sons d'activité que l'on associe normalement à un cabinet médical. Le docteur Whitmore le conduisit dans un étroit couloir vers ce qu'il appelait la salle de traitement, qui semblait être une chambre convertie. Il y avait une table d'examen recouverte de papier, des armoires remplies de fournitures médicales et divers équipements qui semblaient dépassés et usés. Le médecin fit signe à Samuel de s'asseoir sur la table, puis commença à examiner la coupure sur son bras. Alors qu'il nettoyait la plaie et se préparait à la suturer, le docteur Whitmore posa à Samuel des questions sur la façon dont il s'adaptait à la vie à Ashford. Les questions commencèrent de manière assez normale, demandant des informations sur son travail et où il vivait, mais devinrent progressivement plus personnelles et intrusives. Le médecin voulait savoir si Samuel avait de la famille dans la région, si quelqu'un savait exactement où il se trouvait à ce moment-là, s'il s'était déjà fait beaucoup d'amis en ville. Samuel répondit poliment au début, mais il commença à se sentir de plus en plus mal à l'aise avec la tournure de l'interrogatoire. Le docteur Whitmore semblait trop intéressé par le fait que Samuel était nouveau en ville et n'avait pas encore de lien solide. Alors que le médecin travaillait à suturer la plaie, Samuel laissa son regard errer dans la pièce. Il remarqua des classeurs le long d'un mur, de vieux classeurs métalliques avec des étiquettes sur les tiroirs. Certaines des étiquettes portaient des noms que Samuel reconnaissait du cimetière qu'il avait traversé en venant en ville. Il trouva cela étrange, mais essaya de se dire qu'il y avait une explication raisonnable.
Peut-être que le médecin gardait des dossiers de patients décédés à des fins historiques. Mais le sentiment de malaise ne faisait que grandir. Samuel remarqua d'autres choses étranges dans la pièce. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'équipement moderne, rien qui suggère que la pratique avait été mise à jour depuis des décennies. Certains des instruments médicaux semblaient être des antiquités. Les techniques du médecin semblaient dépassées, et il marmonnait pour lui-même en travaillant. Lorsque le docteur Whitmore eut terminé les points de suture, il dit à Samuel qu'il voulait lui administrer un traitement supplémentaire pour prévenir l'infection, quelque chose qu'il avait développé lui-même au fil des années de pratique. Samuel refusa poliment, disant qu'il prendrait simplement des antibiotiques si nécessaire. Le médecin devint insistant, presque pressant, expliquant que son traitement était beaucoup plus efficace que les antibiotiques standards. Samuel sentit des signaux d'alarme retentir dans sa tête. Il se leva de la table et dit qu'il devait vraiment retourner au travail, qu'il appréciait les points de suture, mais qu'il devait partir. Le docteur Whitmore se positionna entre Samuel et la porte. Ce n'était pas un geste ouvertement menaçant, mais c'était suffisant pour faire monter le rythme cardiaque de Samuel. Le médecin sourit et dit qu'il n'y avait pas besoin de se presser, qu'il devrait rester quelques minutes de plus pour observation. Samuel remarqua que la porte de la salle de traitement avait une serrure à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, ce qui n'avait aucun sens pour un établissement médical. Il remarqua également ce qui semblait être un renforcement lourd autour du cadre de la porte, comme si la pièce était conçue pour garder quelqu'un à l'intérieur plutôt que pour l'empêcher d'entrer. Samuel sentit la panique monter dans sa poitrine. Il dit fermement au docteur Whitmore qu'il partait maintenant, et il se dirigea vers la porte avec détermination. Le médecin recula à contre-cœur mais continua de parler, disant que Samuel devrait revenir dans quelques jours pour faire vérifier les points de suture. Alors que Samuel marchait rapidement dans le couloir vers la porte d'entrée, il passa devant une porte ouverte qui menait à ce qui semblait être un bureau. À l'intérieur, il aperçut des flacons de médicaments alignés sur un bureau. Des dizaines d'entre eux. Et les noms sur certaines des étiquettes étaient des personnes dont il avait entendu parler en ville. Des personnes qui ne vivaient plus à Ashford. Des personnes qui étaient supposément parties sans beaucoup d'explications. Le sang de Samuel se glaça. Il marcha plus vite, courant presque lorsqu'il atteignit la porte d'entrée. Le docteur Whitmore le suivit sur le porche, continuant de parler de ce ton amical, disant qu'il espérait revoir Samuel bientôt pour un rendez-vous de suivi. Samuel monta dans sa voiture et partit, les mains tremblantes sur le volant. De retour à son bureau, il raconta à son superviseur ce qui s'était passé, décrivant les questions étranges, la configuration bizarre du cabinet, les flacons de médicaments avec les noms de personnes qui avaient quitté la ville. Son superviseur eut l'air mal à l'aise et suggéra que Samuel était probablement juste stressé par l'accident et qu'il lisait trop dans les choses. Après tout, le docteur Whitmore s'occupait des gens à Ashford depuis des décennies. Il était un pilier de la communauté. Samuel voulait le croire, mais le sentiment de malaise ne le quittait pas. Ce soir-là, incapable de chasser son inquiétude, Samuel fit quelque chose qui lui sauva probablement la vie. Au lieu d'appeler la police locale, il appela la police d'État de l'Arkansas et signala ses préoccupations. Il expliqua tout ce qu'il avait observé, insistant sur les flacons de médicaments et les noms de personnes qui avaient disparu de la ville. L'agent de la police d'État qu'il contacta le prit au sérieux et dit qu'ils enquêteraient. 3 jours plus tard, la police d'État exécuta un mandat de perquisition dans le cabinet et le domicile du docteur Whitmore. Ce qu'ils découvrirent était horrifiant. Le médecin opérait essentiellement sans surveillance depuis des années, profitant de sa position et de la confiance de la communauté. Il volait des médicaments contre la douleur sur ordonnance à ses patients et les revendait à travers un réseau qui s'étendait sur 3 comtés. Il pratiquait des procédures médicales non autorisées sur des patients, expérimentant parfois des traitements sans base scientifique. Le plus troublant, les enquêteurs trouvèrent des preuves qu'il fournissait des soins médicaux à des criminels en fuite, traitant des blessures par balle et d'autres blessures sans les signaler aux autorités comme la loi l'exigeait. Les flacons de médicaments que Samuel avait vus appartenaient à des patients qui s'étaient plaints du comportement du médecin ou avaient menacé de le signaler. Plusieurs de ces personnes avaient quitté la ville soudainement, et au moins 2 d'entre elles étaient maintenant considérées comme des personnes disparues. L'informatique judiciaire révéla que le docteur Whitmore vendait des informations sur les patients à des voleurs d'identité et avait des caméras cachées dans la salle de traitement qui enregistraient les patients sans leur connaissance ni leur consentement. L'enquête s'étendit pour inclure des agences fédérales, et l'ampleur totale des crimes du docteur Whitmore prit des mois à être révélée. Il fut finalement inculpé pour plus de 40 chefs d'accusation distincts, y compris le trafic de drogue, la pratique de la médecine sans licence appropriée,
l'atteinte à la vie privée et la conspiration. Lors du procès, il fut révélé que plusieurs personnes en ville savaient ou soupçonnaient que quelque chose n'allait pas avec la pratique du docteur Whitmore, mais personne ne l'avait signalé parce qu'il était le seul soin médical disponible dans un rayon de 80 km. Les gens étaient prêts à fermer les yeux sur un comportement préoccupant parce que l'alternative était de n'avoir aucun médecin du tout. Samuel témoigna lors du procès, décrivant son expérience et les observations qui l'avaient conduit à contacter la police d'État. Le docteur Whitmore fut reconnu coupable de la plupart des chefs d'accusation et condamné à 18 ans de prison fédérale. Sa licence médicale fut révoquée de manière permanente et son cabinet fut fermé. La ville d'Ashford dut faire face aux conséquences d'avoir abrité un médecin corrompu pendant des décennies. De nombreux résidents se sentirent trahis et en colère qu'une personne en qui ils avaient confiance pour leur santé et leur vie les avait exploités. Le bâtiment qui abritait son cabinet fut démoli en moins d'1 an. Une nouvelle clinique communautaire fut finalement établie à Ashford, dirigée par des médecins d'un système hospitalier régional qui tourne régulièrement. Samuel resta à Ashford pendant encore 1 an pour terminer son affectation professionnelle. Mais l'expérience changea fondamentalement sa vision de la vie dans une petite ville. L'idée que tout le monde veille les uns sur les autres, que la communauté se polisse elle-même, s'était révélée naïvement dangereuse. Parfois, les personnes les plus dignes de confiance dans une communauté sont celles qui causent le plus de tort, protégées par cette même confiance contre tout examen ou conséquence. Samuel fut finalement muté dans un autre bureau dans une ville plus grande. Il pense encore parfois au docteur Whitmore, à quel point il avait failli devenir une autre victime, aux autres personnes qui n'avaient pas eu autant de chance ou de méfiance que lui. Les cicatrices sur son bras, des points de suture servent de rappel permanent que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres et que le mal peut se cacher derrière une blouse blanche et un sourire amical pendant des décennies avant que quiconque ne prenne la peine de regarder assez près pour voir la vérité.